Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors on a notre lot de ruptures en ce moment et d'incertitudes. On va en parler en ouverture aujourd'hui dans Smart Tech. On va poser cette question, comment on fait pour voir le coup d'après dans ce monde incertain? Quelle est cette mécanique de l'innovation? Ce sera l'interview d'Alain Staron dans quelques instants, auteur d'un livre dont nous allons expliciter le titre, Autodisruption. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, autre sujet d'actualité, nous ne parlerons pas de la 5G d'abord, mais nous parlerons de la 4G. Tous les territoires français ne sont pas encore couverts par ce qu'on appelait le très haut débit mobile. Alors où en sommes-nous des déploiements? Des retards ont été pris. Est-ce que les engagements seront véritablement tenus? J'ai convié un élu, j'ai convié également un institut d'études indépendant, la Fédération française des télécoms, et puis un fin connaisseur des territoires pour en débattre. L'alerte cyber, elle, nous rappellera combien il est important de rester sur nos gardes, d'autant plus quand on est connecté toute la journée. Et puis nous conclurons par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Alain Staron. Bonjour Delphine. On est en plein contre-coup des annonces d'Emmanuel Macron. Voilà, à nouveau une nouvelle rupture dans nos organisations. Pour les entreprises, c'est particulièrement compliqué. On leur dit qu'il faut accélérer leur transformation numérique. Bon là, il ne s'agit plus juste de faire de la transformation numérique. On est passé à un autre stade. Vous appelez ça en fait la nécessité de s'auto-disrupter. Alors je vais donner quand même le titre complet de votre ouvrage, Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise. Risques, solutions et perspectives. Alors, moi, ce titre m'a questionné. Vous en ferez une meilleure définition de moi, d'ailleurs. Je vais vous laisser nous dire ce que c'est, une autodisruption. La disruption, c'est quand il se produit dans votre secteur d'activité une rupture. Mais une rupture qui n'est pas destructrice, une rupture qui permet de faire autrement ce que vous avez l'habitude de faire. Autrement, c'est-à-dire sans certains de vos actifs préférés. Ce qui permet à un tiers qui n'a pas votre savoir-faire de pouvoir faire à peu près la même chose que vous. Et je dis à peu près, parce que si vous faites autrement, vous allez faire quelque chose d'un peu différent et vous allez peut-être proposer au client quelque chose qu'il va préférer. Alors, parce que la disruption, c'est la rupture, voire la fracture. La fracture constructive, c'est-à-dire qu'il se passe autre chose. Autodisruption, ça veut dire que je dois casser quelque chose chez moi, un fonctionnement, un produit, un marché? On n'arrête pas de dire qu'on risque de se faire disrupter. Je connais qu'une seule méthode pour dire un seul remède, c'est s'auto-disrupter soi-même avant de se faire disrupter. Donc effectivement, la grande difficulté, c'est d'imaginer chez soi qu'est-ce qui ne va plus servir à rien. Et à partir de quel moment on a la certitude qu'il est nécessaire de faire cette autodisruption? Trop tard. D'accord. La certitude arrive trop tard. Donc il faut y penser en permanence. Avant. En fait, quand on regarde bien... C'est là où moi ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, ces ressorts de mécanique de l'innovation. Comment on enclenche ce système? C'est tout la difficulté de ce qui est presque un art, dans la mesure où c'est pas une science dure. C'est Jeff Bezos qui dit il y a 2 ans, Amazon va faire faillite. Et pourquoi il le dit? Parce que le Standard & Poor's 500 disait que la durée de vie moyenne des entreprises était de moins de 20 ans. Et Amazon allait fêter ses 24 ans. Donc, il y a d'abord un horizon qui se rapproche, qui dit que à un moment, il va falloir faire quelque chose parce qu'on va se faire disrupter. Donc, il faut se projeter en disant d'où ça peut venir. Donc, le premier sujet, c'est... En fait, il faut arrêter de se dire... Potentiellement, il y a une crise qui peut arriver. Il faut imaginer que la crise est là. De toute façon, elle va arriver et qu'il va falloir agir. Il ne faut pas appeler ça crise. Parce que si on appelle ça crise, on se met dans un réflexe de peur et de défense. Il faut appeler ça opportunité. Parce que pour les chasseurs, les nouveaux entrants, les gens qui veulent adresser votre marché parce qu'ils trouvent que vous êtes un peu rentier sur votre marché, eh bien cela, pour eux, c'est une super opportunité. Et donc, il faut concevoir ce projet d'autodisruption comme l'opportunité de se transformer et non pas comme la nécessaire réponse à une crise. Très compliqué quand on est installé justement sur un marché, qu'on a des revenus confortables assurés, de se dire je me mets, alors vous dites ok, il ne faut pas employer des terminologies négatives, mais je me mets un peu en danger, non, quand je fais cette autodisruption. Oui, et alors c'est pas seulement parce qu'on est installé sur des revenus confortables, c'est parce que on fait ça depuis X dizaines d'années, voire centaines d'années, pour certains de nos industriels centenaires, grâce à des savoir-faire qu'on a mis des années, des dizaines d'années, voire des siècles, à développer. Et dire que ces savoir-faire qui assoient l'entreprise risquent de ne plus servir à rien est quelque chose de très difficilement audible. Et comment est-ce qu'on emmène une équipe? Alors,
Là, j'ai fait ça, ça fait 35 ans que j'essaie de faire ça et que je le fais avec des succès et des échecs. Donc je sais à peu près ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Vouloir emmener une entreprise dans son ensemble n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie de progresser, de changer, qui sont contents dans leur job, dans ce qu'ils savent faire. Et si on arrive brutalement en leur disant ce que vous faites ne sert plus à rien, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc l'approche qui fonctionne est celle d'une petite équipe, isolée, au sens, elle n'a pas à répondre à l'ensemble des entreprises, elle répond au patron de ce qu'elle fait. Et ça se passe en général très bien au début, parce qu'on est dans une sorte de bac à sable, on joue. La difficulté arrive quand ce qu'on développe et ce qu'on propose vient perturber, presque mettre en danger, le business principal, le core business. Et c'est à ce moment-là que le patron doit décider ou non de dire je donne suite ou finalement c'est trop compliqué, j'abandonne. Alors dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'histoires. Vous citez quelques exemples. Quelle est votre autodisruption préférée? C'est Reed Hastings. C'est Reed Hastings. Netflix. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien l'histoire. C'est Reed Hastings était. Racontez-nous l'histoire rapidement. Était abonné à Blockbuster. Donc c'était les gens qui faisaient la distribution de vidéocassettes dans des magasins. Et puis il ramène pas une vidéocassette à temps et il a une amende de $40. Et il se dit mais pourquoi je peux pas l'envoyer par la poste? Il veut envoyer sa vidéocassette par la poste, elle se casse. C'est fragile une vidéocassette. Et il entend en 1997 l'arrivée du DVD. Il envoie immédiatement un CD par la poste, qui est le même format. Il peut jouer le CD sur son appareil audio, donc ça marche. Et donc il se lance, en 1997, dans la distribution de DVD par la poste. En 2000, Blockbuster refuse de le racheter. Faire un corner Netflix, machin. Donc il continue, et en 2007, il réunit j'imagine, j'étais pas là, il réunit toutes ses équipes, il leur dit, les gars, tout ce qu'on fait est très bien, mais ça ne sert plus à rien. Ce que vous faites d'impression de DVD, ça ne sert à rien. Votre deal avec la Poste ne sert à rien. Votre système de récupération des DVD ne sert à rien. On va faire du streaming. Et effectivement, le streaming est concurrent du DVD par la Poste. Résultat, 10 ans plus tard, donc en 2017, il s'est concurrencé lui-même. Il s'est concurrencé. Son business de distribution de DVD par la Poste a été divisé par 3, d'1,4 milliard à 400 millions de dollars. Mais son business global a été multiplié par 10. Donc il a fait son autodisruption. Et il a pu le faire probablement parce qu'il ne devait rendre compte à personne d'autre qu'à lui-même. Alors vous terminez aussi votre ouvrage sur la question du sens. Est-ce qu'il y a un sens finalement à cette course permanente à l'innovation? Quel sens on peut y trouver? Alors je dirais que c'est le sens de l'espèce humaine en tant que telle. Ça fait 3 millions d'années qu'on modifie notre environnement, c'est un message pour les écologistes, et on le fait avec des erreurs, mais aussi des erreurs qu'on corrige toujours après. En fait, nous sommes sur un vélo et on ne peut simplement pas s'arrêter. Merci beaucoup Alain Staron, auteur de Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, risques, solutions et perspectives. Un ouvrage très pratique à lire. C'est l'heure, nous, de notre débat sur l'état d'avancement du déploiement de la 4G dans les territoires.